tous et bienvenue. Allez, c'est parti pour les ennemis, comme promis. Donc, on va commencer tout de suite par créer une nouvelle scène. Ça va être un kinematic body, notre ennemi. Donc, voyez les scènes, hein, je le répète, voyez les scènes comme des objets. On est vraiment dans la programmation orientée objet. Je vais l'appeler ennemi. Et on va utiliser, vous avez le choix, hein, moi j'ai choisi un ennemi volant, mais on va prendre un animated sprite. Et pour éviter qu'il y ait les erreurs, on utilise directement une collision shape en mettant un rectangle. Et ça, on le modifiera après. Vous pouvez appuyer sur F pour zoomer. Donc dans Animated Sprite Frames, New Sprite Frames, je clique dessus et je vais importer mes images. Donc dans les assets que je vous avais fournis au départ, vous avez l'ennemi Flying Eye et nous ce qu'on va utiliser c'est différentes images. On va commencer par le plus important, c'est Flying. Et on va importer ces assets. Donc dans Enemy, je les avais déjà importés. Donc ici, hein, parce que c'est un sprite sheet, il y a plusieurs images. Et dans Assets, Enemy, et je vais chercher Fly. Ok. Donc là, en vertical, il y en a une. Et en horizontal, voilà. On est bon. Je peux cliquer là pour toutes les sélectionner ou en sélectionner quelques-unes. Mais là, je veux toutes les sélectionner. Et je les ajoute. Ensuite, je reclique sur Animated Sprite et j'appuie sur Playing. Comme ça, je vois en temps réel la vitesse d'animation, ce qui peut être pratique. Et là, on voit par exemple que c'est trop lent. Je vais passer à 15. Voilà. Là, c'est bien. J'enregistre ma scène dans SRC. Ça s'appelle Enemy. OK. Ensuite, la collision shape, on va la modifier peut-être un petit peu. Alors peut-être que c'est l'animated sprite qu'on va... alors quand ça vous arrive, vous appuyez sur W ou vous cliquez là, hein, sur Move Tool et vous déplacez sur le côté. On va essayer de faire en sorte que la collision shape corresponde à peu près. Et là, on est bon. Donc on va ajouter un script. Automatiquement, il s'appelle Enemy, comme d'hab. Je vais tout virer. CTRL S. Et on est parti pour le script. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va indiquer qu'à chaque fois qu'il y a un ennemi qui apparaît, donc dans la fonction ready, quand il est créé, il faut que je récupère mon animated sprite. Et pour le récupérer, vous devez connaître maintenant, c'est onReady var. Donc je vais l'appeler animate égale $animated sprite. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est animate.play. Et je vais choisir flying. Il me semble qu'on avait appelé. De toute façon, ouais, c'est juste là. Flying. Là, on est bon. Ce que je veux, c'est que lorsque l'ennemi spawn, on va le faire spawner en dehors de l'écran, il se dirige vers le personnage. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? On va utiliser, parce que là, on va faire appel à un node qui semble en dehors de la scène. Parce que le player, déjà c'est un objet à part entière et il fait partie de la scène world. Mais notre ennemi, quand il va être créé, il va aussi faire partie. On le mettra dans world, on verra ça. Il va aussi faire partie du world. Donc on va pouvoir retrouver le player à condition de choper ce node principal. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? On va donc récupérer le node principal, on peut l'appeler world pour garder une certaine cohérence, et tout ce qu'on a à faire c'est get parent. Ce que ça va faire, c'est que l'ennemi, quand il va être créé dans notre scène, automatiquement il va être créé comme un enfant du node principal de notre scène qui s'appelle world. Donc le fait de faire get parent, ça va récupérer le node world qui est ici. Et à partir de celui-là, c'est très simple de récupérer le player. Et on va en avoir besoin si on veut connaître sa position. Alors bien sûr, on pourrait le hard-coder, mais si jamais vous voulez faire un jeu
où votre personnage bouge, il faut que la direction des personnages suive la cible. Donc je crée une variable target, getParent, du coup c'est même plus nécessaire, je peux mettre world directement, point getNode, et là je vais rechercher, alors forcément il ne m'en propose pas, parce que pour lui, le node player n'existe pas encore. D'où l'intérêt de mettre onReady, hein. C'est-à-dire ça ne marchera que quand world sera affecté par getParent. Ensuite, pour les mouvements, on en a déjà parlé. L'idéal, c'est de le faire dans le physics process, dans la mesure où c'est un kinematic body, donc il y a de la physique derrière. Donc je vais créer une variable target pose qui égale target.global. Alors il me le propose pas là, mais position. Il me le propose pas parce que pour lui target n'existe pas encore. Donc c'est la position globale qu'on veut. Là, c'est pas une position locale, parce que la position locale, ça serait la position par rapport à l'ennemi. Non, nous, ce qu'on veut, c'est la position exacte sur l'écran de notre personnage. C'est là où l'ennemi va aller. Une fois qu'on a cette position globale du personnage, alors on ne le met pas dans la fonction ready, tout simplement parce que sinon il ne va pas la reconnaître. Alors on pourrait le mettre en paramètre, c'est à vous de voir. Donc ensuite, je vais créer une vitesse, une direction. Bon, je vais l'appeler velocity, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et là, le global position, il le trouve, contrairement à target tout à l'heure, tout simplement parce que là, ça fait référence à l'ennemi, hein, au kinematic body, qui a le script, et il possède effectivement, ce node-là, une position globale. Target n'en possède pas encore, puisque il n'existe pas tant qu'on n'a pas lancé le jeu. On veut que de cette position de départ, il aille l'ennemi vers le joueur. Et ça, il y a une méthode qui s'appelle direction2 qui permet de le faire, c'est-à-dire de la position globale, où est-ce qu'on veut qu'il aille. Et ça demande un vecteur 2. Ce qui est assez logique finalement, c'est-à-dire une position x et y. Donc je vais créer un vecteur 2 qui va partir de target pose. Vous voyez, si je l'avais mis dans ready sans rien rajouter ici, il n'aurait pas reconnu target pose. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la position en X. Vous aurez très bien pu me demander pourquoi est-ce que, Alex, tu ne fais pas directement ça. Ça marche, c'est un vecteur 2. Maintenant, le problème qu'on va rencontrer, c'est que si vous regardez la scène du joueur, ces coordonnées 0,0 sont ici. C'est-à-dire que l'ennemi va aller vers ce point-là. Moi, je préférerais qu'il aille un peu plus haut. Donc, bien sûr, on pourrait descendre le joueur. Dans mon test, ça n'avait pas trop marché. Donc, je préfère le faire comme ça. Et puis, ça vous montre comment est-ce qu'on peut faire des vecteurs 2 différemment. Donc, on va détailler ce vecteur 2. Donc, target 2 en X, je ne veux pas le bouger. Le X reste standard. Et en revanche, le Y, je vais le décaler de plusieurs pixels vers le haut. Donc vers le haut, il faut soustraire. Donc on va faire moins. On va essayer 30 pixels, peut-être 60. On va voir. Ensuite, maintenant qu'on a nos variables, il suffit de faire bouger l'ennemi. Et pour ça, il y a une fonction qui s'appelle Move and Slide. Alors il y a deux possibilités qui sont toutes les deux intéressantes. Move and Slide, ça fait bouger jusqu'à ce que ça rencontre un objet en collision. Dans ce cas, ça va bloquer. Move and Collide, c'est à peu près pareil, sauf qu'en plus, ça retourne l'objet qui entre en collision. Vous pouvez utiliser, dans ce cas, Move and Collide, et vous pouvez mettre, je ne sais pas, Collider égal, et ça va enregistrer l'objet qui entre en collision. Mais dans notre cas, il n'y a qu'un truc qui nous intéresse, parce qu'on va changer les layers de collision pour que uniquement les ennemis n'entrent en collision qu'avec le joueur, et pas entre eux aussi. Nous, on va utiliser, et c'est le plus courant, Move and Slide. On a besoin d'une vitesse de déplacement. La vélocité est là, c'est un vecteur tout petit. Move and Slide prend en compte le delta. Donc il va falloir multiplier la vélocité par une certaine valeur. Or l'idéal,
c'est quand même de faire un export pour qu'on puisse la modifier en dehors du code. Var, et comme c'est un export, je vais le mettre en majuscule. Et je vais mettre 100, speed. Voilà. Donc ça, c'est la vitesse. Et dans Move and Slide, il faut lui indiquer aussi l'inverse de la gravité. Donc, quelle est la position haute, le vecteur qui va vers le haut. En l'occurrence, vu que la gravité est en bas, c'est vecteur up. Up, c'est avec un P majuscule. On est bon pour ça. On reviendra un peu plus tard sur le script de l'ennemi. Mais pour l'instant, on va mettre les spawners et faire apparaître les ennemis. Pour ça, il y a plusieurs solutions. L'idéal, c'est de créer un spawner à part. Donc ça va être un node 2D, donc j'ai appuyé sur plus, une nouvelle scène. Je vais l'appeler spawner. Et je ne vais pas y faire grand chose à ce spawner. Je l'enregistre dans SRC. Alors pourquoi je ne mets pas directement des nodes 2D là et j'utilise un spawner? C'est tout simplement parce que là, je vais récupérer mon spawner et je vais pouvoir les déplacer. Et je l'ai mis dans Player. Voilà. Je vais les placer un peu de partout. Hop. Un deuxième là. Alors forcément, ça l'a mis dans le premier. Spawner 2, ça ne me pose pas particulièrement de soucis. Hop. Voilà. Spawner 1, spawner 2. On va peut-être le décaler un petit peu. Je peux faire CTRL D aussi. CTRL D, ça permet directement de les dupliquer. Je vais resélectionner. Alors c'est Q pour sélectionner et W pour bouger. Et vous allez comprendre pourquoi je préfère utiliser un objet, donc créer une scène tout de suite. Hop. Et je vais en mettre un là. Et de ce côté-là, je vais le resélectionner. Donc Q pour sélectionner, CTRL D et W pour bouger. Tac. Par exemple, CTRL D. Et un autre là. Donc ça me fait un paquet de spawners. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un node 2D. Parce qu'il faut quand même les informations de position. Et je vais les mettre tous dedans et je vais l'appeler spawners. C'est mon groupe. Hop, comme ça je peux le fermer. Et je ne vais plus vraiment bouger les spawners. Donc je mets le petit cadenas, comme ça je ne peux plus les sélectionner. Alors pourquoi c'était intéressant? Ça peut être intéressant, on verra si on le fait ou pas, mais de mettre ce spawner là dans une classe, donc une scène à part. Tout simplement parce que si je veux modifier un spawner, lui rajouter un script par exemple, pour qu'il bouge un petit peu, pour pas que les ennemis arrivent, on les fera arriver aléatoirement, mais finalement il n'y a que 8 directions là. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Le joueur ne verra pas vraiment de pattern, mais on pourrait les faire bouger de manière aléatoire un tout petit peu dans les différentes directions. Et l'intérêt d'avoir un spawner, c'est d'avoir un seul script pour l'ensemble des spawners. Après, rien ne nous empêchera, si on fait des variables export et compagnie, de modifier les valeurs pour chaque spawner pour pas qu'il bouge à la même vitesse. Mais dans tous les cas, si on ne fait pas ça, on serait obligé d'écrire un script pour chacun des spawners, ce qui est un peu dommage. L'idée, c'est d'être efficace. Maintenant, on va relier les spawners. Donc, on va aller dans World et on va relier les spawners à notre code. Dans World, il n'y a pas grand-chose pour l'instant, comme vous pouvez le voir. La première chose qu'on va vouloir faire maintenant, c'est donner un délai. Tous les combien un ennemi va pouvoir spawner. Et pour ça, dans la scène, on va utiliser un timer que je vais renommer. Alors je vais laisser timer, je vais l'appeler enemy spawn timer. Voilà. On va pas le toucher là, et maintenant on va retourner dans le code, et c'est là-dedans qu'on va le toucher. Pour y accéder, vous connaissez la chanson, var, je vais l'appeler, comme je vais essayer d'être consistant, je vais l'appeler timer, égale de là, c'est enemy spawn timer. Voilà, comme ça j'y ai accès. Lorsque la scène
se charge, on va lancer une première fois notre timer. Parce qu'il faut bien le lancer une première fois. Après, à chaque fois que le timer sera terminé, le décompte sera terminé, hein, c'est un compte à rebours, on pourra changer les valeurs. Mais au départ, on va lui dire timer start. On ne veut pas forcément que ce soit une valeur fixe. Pour éviter ça, on va utiliser randRange. Ça prend en argument deux flottants, donc deux nombres à virgule. On peut par exemple dire, ça va être en secondes, hein, de 0,4 secondes à 1,2 secondes. Ça sera uniquement le premier spawn. Donc il faut que ce soit quand même assez rapide. On laisse un tout petit délai, peut-être que ce ne sera pas suffisant, 0,4, mais pour que le joueur voit où il se situe, etc., etc. Mais il ne faut pas que ce soit trop long non plus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut lancer, on veut créer une fonction qui, lorsque le timer arrive à 0, il se passe quelque chose. En l'occurrence, qu'on spawn un ennemi. Donc on va avoir deux choses assez intéressantes, l'utilisation des timers et les ennemis. Mais on va voir autre chose intéressante. Si vous prenez enemy spawn timer ici, et que vous avez l'inspecteur à droite, sauf si entre-temps la disposition de Godot a changé. Mais bon, vous avez l'inspecteur quelque part, et vous avez le node ici. Et vous avez les signaux. Ces signaux vont être différents en fonction, par exemple, l'animation player, c'est par exemple quand l'animation est finie, quand ceci, quand cela, etc. Donc c'est assez pratique. Et nous, ce qui nous intéresse dans le timer, c'est le timeout. C'est-à-dire, quand c'est terminé, et vous allez voir, quand je vais cliquer dessus, ça va me demander quel est le node auquel je veux connecter mon timeout. En l'occurrence, c'est le node qui possède le script, donc le world. De base, ça m'a sélectionné le bon, c'est-à-dire le parent. Et automatiquement, donc le pass, on va le zapper, ça nous crée notre fonction. C'est-à-dire quand notre timer sera terminé, arrivera à 0, cette fonction sera lancée. Dedans, on peut mettre ce qu'on veut. Première chose, on va créer un nombre aléatoire. Choice number. Et il y a une petite fonction qui renvoie un entier. Parce que nous, on va vouloir des entiers. Alors si on va dans la documentation, j'appuie sur CTRL-clic, rand i. Randint, par exemple, ça serait pour Python, donc c'est assez proche quand même. Ça nous renvoie un entier allant de 0 à 2 puissance 32 moins 1. Mais il vous donne d'autres exemples. Par exemple, avec un modulo 20, ça renverra de 0 à 19 par incrément de 1. Donc nous, on va utiliser ça. Donc grandi, modulo 8. Pourquoi d'après vous modulo 8 ? Et le modulo, c'est quoi ? Imaginez une horloge avec les aiguilles. C'est un modulo 12. C'est-à-dire quand l'aiguille a fait le tour de l'horloge, elle revient à son point de départ. Donc 13 modulo 12, ça serait 1. 8 modulo 12, ça fait 8. On n'a pas fait le tour de l'horloge. Mais dès qu'on dépasse les 12, on repart à 0. Donc là, modulo 8, ça va aller de 0 jusqu'à 7. Et arrivé à 7, ça revient à 0. Même si le nombre est 10 000, on bloque entre 0 et 7. Donc ça fait bien 8 éléments. C'est important. Pourquoi ? Donc je laisse réfléchir 2 secondes. C'est parce qu'on a 8 spawners. Et comme on a 8 spawners, on veut qu'aléatoirement, le timer en choisisse un pour spawner un ennemi. Plus tard, si on veut corser le jeu, on peut en spawner plus. Mais pour l'instant, on va commencer par ça. Ensuite, la position pose spawning. Donc la position à laquelle on veut spawner, donc faire apparaître notre ennemi, ça va être notre liste de spawners. Le problème, c'est que nous n'en avons pas. Il va falloir faire un onReady. Alors ça va pas être très beau. onReady var spawner list, et on va ajouter dans cette liste tous les spawners dont on dispose. Heureusement qu'on n'en a que 8. Donc on va utiliser le spawner, le premier, $spawner, le deuxième. Il n'y a même pas besoin de faire copier-coller, mais là vous voyez que... attendez, je vais l'agrandir. Spawner 2. Oui, spawner 2. J'aimerais revenir là, voilà. Sans que vous voyez. $spawner 3. Bon, je pense que vous comprenez
Donc spawner 4. Dollar. Spawner. Je vais le faire au pif. Bon, raté. Parce que je ne le vois plus sur mon écran. Spawner 6. Donc là je suis à 8, je suis bien trop. Dollar. Spawner 7. Ah, j'ai mis un espace, c'est pas bon. On va éviter les espaces. Hein. Alors souvent on me demande est-ce que les espaces c'est important. Non, si c'est entre les virgules, c'est pas du tout important. Mais par contre, forcément, dans le nom des variables, c'est important. Spawner 8. Donc là, j'ai tous mes spawners dans une liste. Ensuite, maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est chercher dans ma spawner list le nombre, donc l'index qui aura été choisi aléatoirement. Donc choice number, c'est pour ça que j'ai utilisé. Donc en fait, ça va être un index. Donc plutôt que choice number, je vais l'appeler index ou choice index. Voilà. Puisque c'est un index. Ça me semble plus cohérent. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est pas vraiment l'objet en lui-même. Ce qui m'intéresse, c'est sa position. Donc ça va être un vecteur 2, position en X et en Y. Donc ça va être un vecteur 2. Ensuite, on va préloader une scène, donc la précharger. Enemy load, je vais l'appeler. Et on va chercher, donc c'est préload, on peut faire load aussi, hein, mais chaque fois qu'on créerait un ennemi, on pourrait très bien charger la scène. Le fait de faire un préload, on le fait une fois et puis on est tranquille au départ. Alors je peux taper l'ensemble, mais comme je suis un peu flemmard, je vais directement aller chercher la scène et la mettre dedans. Bon, ça fait des guillemets en plus. Voilà. Donc, c'est aller me trouver la scène enemy TSC. Je la prends et je la fais déposer ici. Donc là, ça va me précharger la scène enemy. Et maintenant, elle est à ma enemy load, c'est à ma disposition quand j'en aurai besoin. Et j'en ai besoin maintenant, puisque je veux spawner un ennemi. Enemy. Voilà. Et je vais faire enemy load point instance. Donc j'instancie un objet, je crée un objet de la classe enemy. Ensuite, il faut ajouter à notre scène. N'oubliez pas que le script, il est dans world, donc j'ai pas besoin de mettre world point, de toute façon ça marche pas, ou self.addChild. Automatiquement, c'est ajoute un enfant au node auquel le script est rattaché. En l'occurrence, world. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire enemy. Voilà. Et donc j'ai ajouté là, et vous le verrez. Alors vous n'allez pas le voir dans la scène principale, mais quand on va lancer le jeu, vous aurez un autre onglet et je vous montrerai que les ennemis apparaissent. Maintenant qu'on l'a ajouté, on veut modifier sa position quand même, hein, pour être sûr, parce que pour l'instant, il est spawné un peu n'importe où. Donc la position va être égale, hein, on l'a calculé juste avant, à pose spawning. On a quasiment terminé pour le spawn. Ce qui nous manque maintenant, c'est le réinitialiser un timer. Point start. Alors là, je vais le hard-coder, mais l'idéal, ça serait effectivement qu'au cours du temps, ça devienne de plus en plus difficile. Donc plutôt que mettre des valeurs, je vais garder 0,4 et 1,2. Plutôt que mettre des valeurs comme ça, hein, vraiment faire du hard-codage, on pourrait mettre des variables qui pourraient changer au cours du temps ou à partir d'un certain score, etc. etc. Voilà, ben là on est presque bon. Il va y avoir encore un petit souci, mais on peut le lancer. Donc, le laser marche et vous voyez que les ennemis, alors déjà ils sont un peu petits, bon il n'y a aucune interaction, ils se bloquent entre eux, ce qui n'est pas terrible. On va voir comment faire pour éviter qu'ils s'accumulent. On va augmenter un peu leur taille également. Donc l'idéal, c'est de modifier dans Enemy l'Animated Sprite. On va aller dans Transform. Scale, on va essayer 1.5. 1.5. Et si c'est trop petit, encore... Alors bien sûr, on va les faire aller dans la bonne direction. Je les trouve encore un peu petits, mais... C'est à vous de voir, vous pouvez, alors on va essayer 1.7 et 1.7, voilà.
On ne veut pas les déformer non plus, donc il faut garder le bon ratio. Ouais, c'est pas mal, pouf, pouf. Bon, ça marche pas, mais c'est normal. On n'est pas rentré encore dans cette collision. Ensuite, ce qu'on peut faire, du coup, pour qu'il tourne dans la bonne direction, qu'il se flippe dans le bon sens, ce qu'on peut dire, c'est faire une petite condition. Si un player, est-ce qu'on l'a? On n'a pas le player. Donc, on va rajouter juste en dessous, parce qu'on veut sa position. Si player, et attention, on ne veut pas la position locale. Si on met position, on va avoir la position locale du joueur. Nous, ce qu'on veut, c'est la position par rapport à la scène. Donc, c'est global, si je sais écrire, position.x. Si c'est supérieur, bon, je risque de me planter, hein. J'ai une chance sur deux. Global, position.x pour l'ennemi. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est on va prendre l'ennemi.scale qui va être égal. Alors, si la position X du joueur est supérieure, il faut voir l'ennemi de base, il est vers la droite. Donc, on ne veut pas le toucher. Donc, son scale doit être à 1. Pourquoi je mets 1 et pas 1.7? C'est parce que si je mets 1.7, ça va le scaler davantage. Ça va multiplier le 1.7 alors qu'on a déjà un scale de 1.7. Donc, si je veux juste transformer le 1.7 à moins 1.7, dans le script, tout ce que j'ai à faire, c'est à mettre 1 ou moins 1 ici. Parce que là, on n'affecte pas la classe en elle-même, on affecte uniquement l'objet de la classe, un élément, l'objet qu'on a instancié. Donc, sinon, quand il est au même niveau que le joueur, bon, ça peut arriver, est-ce qu'on veut qu'il bascule? À voir, à voir. Il ne fera pas de flickering, je reprends. Il ne fera pas de flickering parce que ça sera soit l'un soit l'autre, mais dans tous les cas, il ne va pas trop bouger. Donc on va vérifier si comme ça marche. Ah, j'ai fait une erreur. Ah, c'est .x, sinon c'est un vecteur, bien sûr. C'est un vecteur 2, il nous faut deux valeurs. Ça tire, et ils vont dans le bon sens. Est-ce qu'ils ciblent? Ouais, ils ciblent peut-être un peu haut, hein, finalement. Ils vont tous vers la lumière. Je retourne dans l'ennemi, et au lieu de mettre moins 60, je vais mettre moins 30 peut-être. On veut vraiment qu'il cible le joueur. Là, ça a l'air pas mal. Alors après, on est d'accord. Enfin, on fera en sorte, alors vous voyez que la lumière, remarquez que c'est pas mal, ils s'accumulent tous les uns sur les autres. On peut le laisser comme ça, hein. Ça fait un peu bizarre, ça fait une pyramide. On implémentera les scores et la vie du personnage à la fin, mais c'est vraiment très simple. Enfin, presque à la fin, parce qu'à la fin, on fera vraiment le visuel et comment mettre un peu de juiciness, rendre le jeu plus beau. Donc, maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire pour terminer cette session, c'est changer au niveau du kinematic body la couche de collision. Ce qu'on peut lui dire, alors, il y a deux choses à bien comprendre. C'est pareil pour les lumières. Layer, c'est la couche sur laquelle on est, et mask, c'est la couche que l'on regarde, que l'objet, là j'allais dire à personne, l'objet regarde. Donc, si notre joueur est sur le layer 1, ce qui est le cas par défaut, hein, si on regarde, il est sur le layer 1, et il ne regardera que le layer 1, ce qui n'est pas forcément intéressant. Non, on va le laisser sur le layer 1, mais on ne veut peut-être pas qu'il regarde le layer 1. Donc le masque, c'est au niveau des collisions, hein, mais ça serait pareil au niveau de la visibilité. Quand on rajoutera des lumières 2D, on a des light masks. En gros, le masque, c'est qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce qui m'affecte? En l'occurrence, je ne veux pas que le joueur soit affecté par lui-même. Donc, je vais enlever masque 1 et je vais le mettre sur le masque 2. On pourrait faire ça aussi pour le light beams, donc le laser.
le laser, vous voyez que bon, son light mask est à 2. Ça, c'est pas très important pour l'instant. Collision mask est à 1. On peut le laisser à 1, c'est-à-dire qu'il va regarder. Non, on va le mettre à 2 justement. Et on veut qu'il regarde uniquement les choses qui sont sur le layer 2. Je reviens sur mon ennemi. Je veux qu'il soit sur le layer 2 et qu'il attaque uniquement ce qu'il y a sur le mask 1, sur le layer 1. J'enregistre. Je vérifie que mon joueur est sur le layer 1 et qu'il ne regarde que ce qu'il y a au niveau des collisions sur le masque 2. Donc, petite bêtise de ma part, c'est j'ai modifié ici. Alors pour les ennemis, c'est tout à fait valable de le modifier là, dans la mesure où on ne les a pas mis dans la scène. Donc quand ils vont spawner, ils vont bien utiliser ces layers là. En revanche, le player, on l'a mis dans la scène. Donc ce que j'ai fait là, layer 1, masque 2, ça ne sert absolument à rien. Tout simplement parce que ça ne va pas être pris en compte. Ce qui va être pris en compte, c'est l'objet que j'ai mis dans la scène. Et vous voyez que là, il y a un problème, il est sur le layer 2. Donc il n'entrera jamais en collision avec l'ennemi. Donc si vous avez fait comme moi, vous le passez en layer 1, et du coup l'ennemi, qui lui va regarder le layer 1, là va pouvoir entrer en collision. Bon, donc ça marche. Le seul souci, qui n'en est pas vraiment un, c'est que les ennemis s'agglutinent sur le personnage. On créera dans la prochaine vidéo, la dernière sur l'ennemi, ce qu'on fera, c'est une animation d'attaque lorsque l'ennemi est relativement proche. Donc on arrêtera de le faire bouger, il ne se déplacera plus et il attaquera, et on perdra des points de vie. Et on créera une interaction avec le laser. Ça sera dans la prochaine vidéo. Merci à tous et à très vite.